Cube Radio. L'histoire, ça peut être bien souvent sérieux. Pourtant, l'apprendre, ça doit se faire dans le plaisir. On a eu envie dans cet épisode d'aborder l'histoire, tu sais, celle avec un grand H, sous l'angle anecdotique pour piquer ta curiosité. C'est-tu vrai ça que le gazon est toujours plus vert chez le voisin? Ça mange quoi des castors? C'est-tu possible d'aller en prison si on sacrait il y a 200 ans? Puis la culbute, penses-tu que ça a déjà été une discipline olympique? Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passer date. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est Castor trop maigre et pita libanais. Savais-tu qu'en avril 1947, le député René Chaloux a eu l'idée de changer le climat québécois? Il trouvait qu'il faisait bien trop froid au Québec. Pour y arriver, il propose de fermer le détroit de Belle-Île. Tu sais c'est où? C'est le passage entre Terre-Neuve et le Labrador. Son but, c'était d'empêcher les grosses glaces de refroidir le golfe du Saint-Laurent. Mais pas tout le temps, juste 2 mois l'été. Un projet un peu fou, qu'on se le dise. Pour le réaliser, il doit trouver 100 millions de dollars. Imagine, à l'époque. Manque de bol, le projet va mourir à travers les sarcasmes. L'histoire, c'est souvent très sérieux. Aujourd'hui, amusons-nous à la regarder autrement, par d'autres angles, de façon anecdotique ou plus mystérieuse. Connais-tu le célèbre couple Pierrette et Pierrot? Puis si tu les invitais à souper, sais-tu ce qu'ils aimeraient manger? Les plus vieux se souviendront peut-être qu'en avril 1956, l'attention mondiale est tournée vers Monaco. Le prince Régnier III s'apprête à épouser une vedette du cinéma américain, la très jolie Grace Kelly. Les cadeaux viennent de partout. Tout le monde veut être de la fête. Et le Québec ne fait pas exception. C'est dans ce contexte que les administrateurs du Zoo de Granby offrent Pierrette et Pierrot, un couple de castors aux mariés. J'aime beaucoup cette histoire, alors je me suis entouré d'un beau public, comme tu peux l'entendre. Un cadeau très made in Québec. Est-ce une bonne idée? Ben, le prince de Monaco, lui, est fou de joie. Oh, que c'est charmant! Dans ce genre d'événement, le protocole royal est très rigoureux. Tout est planifié au quart de tour. La date est fixée. Le cadeau québécois sera remis officiellement par le sous-secrétaire du Québec, M. Jean Bruchézy, lors d'une cérémonie quelques jours avant le grand mariage. Manque de chance. En route vers l'Europe, on perd la cage des 2 petites bêtes. Pierrette et Pierrot disparaissent. C'est un peu la panique. Ils sont introuvables. Bruchézy remue ciel et terre pour retrouver le précieux présent québécois. 4 jours plus tard, on retrouve nos mignons castors dans le fond d'un hangar. Mais le problème, c'est que les 2 pauvres rongeurs arrivent à destination complètement affamés. On doit les nourrir de toute urgence, sinon ils vont mourir. Ça mange quoi des castors? Le sais-tu? On essaye des poissons, mais rien ne va. Ils refusent de manger et ils dépérissent très rapidement. Bruchézy envoie d'urgence un télégramme à Québec pour s'informer. Oui, un télégramme. On est quand même en 1956. Drôle de coïncidence. Au moment où l'on s'inquiète de la survie de Pierrette et Pierrot, une délégation africaine arrive avec des lions en guise de cadeaux de noces. À la blague, quelqu'un propose d'offrir les castors du Québec en repas aux lions. On finira par comprendre que les castors, c'est végé et que quelques plantes aquatiques et un peu d'écorce vont les sustenter. Le castor, c'est notre animal emblématique au Canada. Selon toi, quelle est l'image emblématique de Montréal?
En tout cas, un symbole identitaire pour reconnaître Montréal à l'international, c'est sûrement la Croix du Mont-Royal. C'est un repère visuel très important et, à mon avis, un des symboles les plus forts au plan patrimonial pour identifier la ville. Plusieurs archives précieuses nous racontent que dans les premières heures de la fondation du fort Ville-Marie, Paul Chemédé de Maisonneuve avait érigé une grande croix en bois sur le Mont-Royal. On sait que cette croix a longtemps existé, jusqu'à la fin du régime français, vers 1763. Puis après, plus rien. Elle est disparue. À l'origine, elle était où cette croix sur la montagne? Pas loin du Collège de Montréal actuel. Puis, en 1874, pour souligner son 40e anniversaire, la Société Saint-Jean-Baptiste a l'idée d'ériger une croix sur le Mont-Royal en souvenir de celle plantée par Maisonneuve. Pour faire écho à ce projet de commémoration, le sculpteur Louis-Philippe Hébert propose un autre projet encore plus grandiose. Il lance l'idée de construire une gigantesque statue de bronze de la Vierge Marie au sommet de la montagne. Un peu comme le Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Tu peux voir l'image dans ta tête de cette superbe statue brésilienne, mais celle de Montréal aurait été 2 fois plus haute, une œuvre plus imposante que la Statue de la Liberté à New York. T'imagines? Outré, le clergé protestant de Montréal va se liguer pour faire arrêter le projet. Bref, faudra attendre 1924 pour voir cette très belle croix être finalement construite et rayonner à plus de 48 km à la ronde. À ton avis, quel est le premier événement culturel qui monopolise l'attention du monde entier sur le Québec? Moi, je pense que c'est l'Expo 67. Tu sais, si tu te demandes c'est quoi des expos, bien, ce sont de grandes foires universelles qui célèbrent le progrès, les cultures et la paix entre les nations. Savais-tu que l'exposition universelle de 1967 devait au départ être à Moscou? De l'autre côté du rideau de fer. Imagine, en pleine guerre froide. Mais après le désistement de l'Union soviétique, eh bien, c'est le Canada qui reçoit l'honneur d'organiser l'exposition universelle. Ça tombe bien, en 1967, le pays célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Le thème de notre expo sera « Terre des hommes », inspiré d'une œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais où accueillir l'événement à Montréal? Sur le Mont-Royal? Trop petit. À Pointe-Saint-Charles? Trop excentré. Puis, une idée quasi réaliste émerge. Construire des îles dans le fleuve Saint-Laurent. Bingo! Le projet un peu fou est lancé. On relie l'île Sainte-Hélène à l'île Ronde. Oui, là où il y a la Ronde. On crée de toutes pièces l'île Notre-Dame, en partie avec des roches à l'excavation du métro de Montréal. Bon, faut pas venir fou, là. J'ai bien dit en partie, pas toute l'île. Il faut faire vite. Les délais sont extrêmement serrés, voire impossible à rencontrer pour être prêt à accueillir le monde en avril 67. Ben, on va y arriver, mais de justesse. Tellement qu'on raconte que la veille de la cérémonie d'ouverture, le gazon est tout jaune à cause d'un mois d'avril exceptionnellement froid. Le chef horticulteur responsable de l'expo, Pierre Bourque, oui, celui qui fera plus tard la biosphère et deviendra même maire de Montréal, ne fait ni une ni deux et demande de peindre le gazon mort avec un beau vert couleur printemps joyeux pour donner du pep au look de la cérémonie. L'histoire ne dit pas si les bords des pantalons blancs des invités étaient tout tachés après l'événement, mais bon. Expo 67 ne sera pas seulement livrée à temps, elle sera parfaite. À la billetterie, on enregistre 50 millions d'entrées. Ça représente plus de 2 fois la population du Canada de l'époque. Notre exposition universelle se démarque des autres. Par exemple, par son approche marketing nouvelle et vraiment audacieuse, avec l'introduction d'un passeport qu'il faut faire estampiller pour entrer voir les différents pavillons, comme quand on passe aux douanes dans un pays, avec ses spectaculaires pavillons, entre autres celui de l'Union soviétique, et surtout par notre accueil unique.
Pour faire un beau clin d'œil à notre spécificité linguistique, on lance l'opération Bonjour. On invite tous les Québécois à saluer avec courtoisie les visiteurs venus du monde entier. Oui, juste bonjour, pas bonjour hi. L'Expo permet aussi aux Québécois de s'ouvrir au monde, de goûter à des sushis japonais, à des pitas libanais, mais aussi de découvrir le beluga de la baie James, les petits fruits du Labrador ou encore la soupe de queue de castor. L'Expo 67 nous a rendus bien fiers. Après cet été-là, nous sentions que nous avions notre place à la table des nations. Savais-tu qu'il y a de beaux liens à faire entre cet événement mondial-là et le cinéma? Par exemple, la technologie cinématographique IMAX est lancée à l'Expo 67. Montréal a plusieurs liens intéressants avec le 7e art. Notre histoire d'amour avec le cinéma débute le 27 juin 1896. Un intermédiaire des célèbres Frères Lumière réalise la première projection cinématographique en salle de l'histoire du Canada, ici, à Montréal. Et ce, 2 jours avant la première projection à New York. Puis, en 1906, une salle exclusivement consacrée au cinéma ouvre, encore à Montréal, la première en Amérique du Nord. Elle est fondée par Léo Ernest Ouimet et elle porte le nom de Ouimetoscope. Le scope dans les noms des salles est bien en vogue à l'époque. Évidemment, le succès de Ouimet fait en sorte que d'autres salles ouvrent, comme le Vitoscope sur l'avenue Mont-Royal ou le Nationoscope et plusieurs autres. Pour rester populaire, Ernest Ouimet cherche toujours à se moderniser. Par exemple, pour maximiser le confort des cinéphiles, il s'invente un système de climatisation patenté maison, avec la ventilation et de la glace. Méchant débrouillard. Ouimet s'organise pour que tout le monde puisse aller aux vues. 10 cents pour les moins fortunés, puis pour les plus riches, il vend des places VIP plus confortables à 50 sous. Mais, en 1907, coup de tonnerre, le clergé catholique s'insurge contre cet art nouveau un peu trop populaire, particulièrement parce que les films sont projetés les dimanches, jour du Seigneur. L'Église considère les films comme un outil de propagande du diable. Qu'on bannisse ces machines venant du ventre de l'enfer. La Ville de Montréal fera une loi dès la fin de l'été suivant pour interdire la vente des billets de cinéma ce jour-là. Pour contourner cette nouvelle règle, le créatif Ernest Ouimet invente un petit stratagème. Il arrête de vendre des billets d'entrée le jour dominical et vend à la place des bonbons pour avoir le droit d'entrée. Pas fou, notre Ernest. S'il y a bien un espace culturel qui vend beaucoup de billets aujourd'hui, c'est bien le sport professionnel. Au hockey, par exemple, des billets peuvent se vendre jusqu'à 500 $ pour voir nos équipes préférées se battre pour la célèbre Coupe Stanley. Ouais, la Coupe. Savais-tu qu'il y a à peu près 130 ans, le gouverneur général du Canada, Lord Frederick Stanley, l'a acheté en Angleterre pour seulement 50 $. Imagine sa valeur aujourd'hui. Conservée par l'équipe championne pendant 1 an, la Coupe Stanley vit à travers son histoire toutes sortes d'aventures. Après avoir été utilisée comme un ballon de football, on l'a repêché dans le fond du canal Rideau à Ottawa. La mère d'un joueur a déjà fait un pot de fleurs avec. Les joueurs des Canadiens l'ont même déjà oublié dans un banc de neige sur le bord de la route. Aujourd'hui, il existe plusieurs versions de la coupe. L'original est conservé comme un trésor, en toute sécurité au temple de la renommée du hockey. On peut imaginer que ça a permis aux gardiens de la coupe d'arrêter de sacrer après les joueurs. Parlant de sacre, est-ce qu'on a toujours dit des jurons, nous les Québécois? Nos jurons liés à l'Église nous en disent long sur notre rapport qu'on a avec l'Église catholique, mais on n'a pas toujours utilisé les mêmes mots pour s'injurier. Par exemple, à l'époque de la Nouvelle-France, ils sont bien différents. Ils sont souvent en lien avec Dieu.
comme on dit « nom de Dieu »,« mort Dieu »,« sacre Dieu ». Imagine, à cette époque, blasphémer, c'était illégal, puis même passible d'un procès en justice. Puis, cette judiciarisation du juron est tombée au 19e siècle. En même temps, nos injures aussi ont évolué. On va lâcher Dieu et on va commencer à évoquer le Christ directement et des objets liturgiques, comme tabarnak. Ça, c'est le meuble dans lequel on abrite le ciboire. Même si pendant la Révolution tranquille, on se détache de l'Église, les sacs, eux, sont restés. Connais-tu le deuxième nom du livre le plus traduit dans l'histoire du monde après la Bible? C'est le célèbre conte Le Petit Prince de l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry. J'ai lu qu'il vient d'être traduit dans une 300e langue, l'Ishania, une langue parlée par les peuples bédouins du Sahara occidental. Existe-t-il un lien entre ce conte philosophique et le Québec? Il semble bien que oui. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, quitte la France pour New York. Durant son long séjour dans la Grosse Pomme, il va se lier d'amitié avec un certain Bernard Valiquette, un éditeur québécois. Cette relation amènera le célèbre auteur à visiter notre coin de pays. Il réussit à obtenir un visa, quand même compliqué à avoir en temps de guerre, en 1942. Il est censé passer 8 jours chez nous et faire une petite tournée du Québec. Il est accueilli avec égard partout où il passe. Il est souvent invité dans des événements mondains. Puis, durant ce beau voyage, il participe à une soirée chez le doyen de la faculté de philosophie de l'Université Laval à Québec. Ce soir-là, l'auteur à succès est supposé être le centre d'intérêt de la réception. Et notre vedette ne semble pas tellement intéressé au débat d'intello. Il est plutôt fasciné par la curiosité et la spontanéité des enfants présents. Il dessine avec eux, fait des bricolages, confectionne des avions en papier. On raconte même que le fils du doyen, Thomas, lui posait 1001 questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? L'auteur lui répondait avec une patience d'ange. À son retour à Montréal, quelques jours plus tard, il apprend que son départ vers New York ne pourra pas se faire avant plusieurs semaines. Problème de visa. Saint-Exupéry est furieux. Il se tourne les pouces pendant plusieurs semaines en attendant au Québec. Puis, son éditeur américain lui propose d'écrire un livre. Et pas n'importe quel, un livre pour enfants. Il profite donc de son confinement au Québec pour signer son contrat d'édition. Durant ces longues semaines, on le trimballe d'une soirée à l'autre pour le divertir. Mais Saint-Exupéry semble bien souvent plus intéressé par l'attention que lui portent les enfants que celle des adultes. Il leur raconte des histoires. Il crée des drôles de personnages comme un allumeur de réverbère, par exemple. Il demande même à un enfant de lui dessiner un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Toutes sortes d'interactions qui semblent bien anodines à l'époque. Était-il en train de tester ses idées sur un potentiel public? Après 5 semaines, le visa est finalement fourni. L'auteur retourne aux États-Unis. Au printemps 1943, Le Petit Prince est publié. Ce sera un véritable succès planétaire. On peut s'imaginer qu'il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Savais-tu que les Olympiques d'été de 1976 se sont déroulés ici, à Montréal? Ce grand rendez-vous sportif est marqué de 2 grands symboles. Un, la flamme, et ensuite les anneaux entrelacés. D'ailleurs, tu as compris que chaque anneau représente un continent. La flamme est un peu comme le cœur de l'événement. Le relais de ce feu symbolise la paix et l'amitié entre les peuples. Cette tradition a été instituée pour la première fois aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, au pays d'Adolf Hitler. Tu peux imaginer que d'utiliser cette image de l'amitié entre les peuples sera largement utilisée par la propagande nazie. Tradition oblige, la flamme olympique sacrée
celle d'Olympie en Grèce, doit faire à chaque Olympiade le traditionnel voyage avec des relais de coureurs de la Grèce à la ville des Jeux. Mais en 1976, pour les Jeux de Montréal, c'est pas évident de traverser l'océan Atlantique avec la Flamme. Une fois arrivés au pays, 1200 coureurs se sont relayés pour transporter le célèbre feu jusqu'au Stade olympique de Montréal, tout fraîchement construit pour l'occasion. Construit, ou presque. Le 17 juillet, lors de la cérémonie d'ouverture, la Flamme fait son entrée de façon spectaculaire dans le Stade olympique devant plus de 70 000 personnes. Le dernier relais est accompli par 2 adolescents de 16 et 17 ans. Puis, sous les yeux du monde, ils allument la vasque olympique. Normalement, cette flamme veille sur les Jeux comme un phare durant les 2 semaines des Olympiades. Malheureusement, un petit incident vient marquer la tradition en 1976. 5 jours après l'ouverture des Jeux, un orage éclate et alourdit brutalement le ciel. Le vent de cet orage-là éteint la flamme sacrée des Jeux. La foule est médusée. Imagine-toi donc que devant la catastrophe, un employé, pour bien faire, sort un vulgaire briquet de sa poche et rallume la flamme. Hey, je pense bien que c'était pas ça le protocole. Malgré certains incidents et le boycott de 22 pays africains, les Jeux de Montréal sont un grand succès. De grandes performances comme celle de la jeune gymnaste roumaine de 14 ans, Nadia Comaneci, marqueront les Jeux. Hey, parmi les sports suivants, lequel a été un sport olympique? Le tir à la corde? Le canot amateur? La culbute? Ben, toutes ces réponses sont bonnes. Puis bien d'autres, comme le lancer du javelot à 2 mains, les compétitions de kayak pliant. En tout cas, comme tu peux le voir, l'humain a vraiment pas fini de nous surprendre. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié ces petites histoires et je te donne rendez-vous au prochain balado. À bientôt! À l'animation, moi-même, Martin Landry. Au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Nicolas Théoret, René Achin et Mario Bissonnette. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon-Lafrance. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.